Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien du Parti de la France. Et aujourd'hui, je me retrouve avec le délégué national du Parti de la France, membre du bureau politique du Parti de la France et conseiller municipal de Taverny. Bonjour Alexandre Simoneau, comment allez-vous? Bonjour Alexandre, je vais bien. Je vais bien par ce temps estival. Parfait. Je vais directement commencer par quelques petites questions. Tout d'abord, vous qui êtes proche de Jean-Marie Le Pen, j'aurais aimé savoir, qui va avoir 96 ans dans 2 mois, si je ne m'abuse. Comment va-t-il tout d'abord? Et qu'en est-il de sa fameuse protection juridique dont tout le monde parle depuis quelques semaines dans la presse? Écoutez, il va comme un homme qui va avoir, vous l'avez dit, 96 ans le 20 juin prochain. Ça n'est un secret pour personne. Écoutez, moi je l'ai vu il n'y a pas longtemps car il a eu la gentillesse de remettre la flamme d'honneur d'argent à mon épouse, Laure Simoneau. C'était même il y a quelques jours à peine. Je l'ai trouvé bien. Il a toute sa tête, toute sa mémoire, toute sa culture et tout son humour. Il a une mémoire des choses récentes plus difficiles. Mais tout le reste. Si je viens le voir aujourd'hui en lui disant, je te rappelle, hier soir, je suis passé pour ce. Mais c'est normal. À son âge, c'est quand même tout à normal. fait normal. En ce qui concerne ses protections juridiques, j'en sais strictement rien. Ce que je sais, c'est qu'il est entouré de l'affection de tous les siens, à savoir son épouse Janie, ses filles qui viennent régulièrement le voir, ainsi que ses 9 petits-enfants et 3 ou 4 arrière-petits-enfants maintenant. Donc non, il passe du bon temps dans sa belle maison de Rueil-Malmaison, qui a été victime d'un grave incendie il y a 8 ans de cela, et qui a été entièrement restauré, où il est très bien. Il passe sa vie il n'aime pas qu'on dise retraité de la vie politique. On va dire qu'il est moins actif qu'avant, mais il regarde toujours beaucoup, il se tient beaucoup informé de l'actualité. Chez lui, vous pouvez être toujours sûr qu'il y a s'il n'est pas en train de discuter avec des amis, il est toujours sur une chaîne d'info. Jean-Marie ne supporte pas de ne pas savoir ce qui se passe. C'était d'ailleurs, il le disait très souvent quand il était président du Front National, le chef doit tout savoir. Donc, il se tient très très informé, il suit de très très près l'actualité aussi bien nationale qu'internationale. Et puis de toute façon, vous savez, c'est un homme qui nous a annoncé de très nombreuses choses qui se sont très très souvent produites, peut-être même toutes. Et il a dit plusieurs fois d'ailleurs, je serai centenaire rien que pour les faire chier. Par conséquent, je lui fais tout à fait confiance. Il n'y a plus que 4 ans à tirer, là, c'est tout à fait jouable, tout à fait jouable. En tout cas, écoutez, lorsque je l'ai vu, voilà, il m'a redonné l'espoir de le voir souffler c'est sans bouger un jour. Ce qui n'est pas exceptionnel maintenant. On voit beaucoup de centenaires dans C'est bien commun. oui. Et c'est quand même magnifique. Ben oui, enfin, en tout cas, il porte très bien son surnom. Je ne sais pas qui l'a qualifié, le menhir. Mais en tout cas, c'est par ses origines bretonnes d'une part, mais en tout cas, quand on voit la solidité et la résistance du personnage qui a quand même été officier de la Légion étrangère, parachutiste, et qui a connu des attentats, la perte de son œil, des tas de choses très lourdes physiquement et moralement également. C'est quelqu'un qui a une résistance assez exceptionnelle. Oui. Et justement, nous parlons de Jean-Marie Le Pen, et vous avez peut-être dû remarquer la récente déclaration de Jordan Bardella, tête de liste des élections européennes, qui d'ailleurs est soutenue par Malika Sorel, sa deuxième de liste, qui expliquait qu'il n'aurait jamais rejoint le Front National de Jean-Marie Le Pen. Vous, qui êtes, je crois que vous avez été le plus jeune militant, le plus jeune adhérent du Front National, si je ne dis pas de bêtises, comment ressentez-vous cette déclaration de la part de Jordan Bardella? Bon, écoutez, on a l'impression maintenant que c'est devenu une tradition pour être bien vu au Front National, au Rassemblement National, pardon. Et il faut absolument faire profession d'anti-lepénisme aigu. Non, je n'ai strictement rien à voir, ni de près ni de loin, avec Jean-Marie Le Pen. Mais écoutez, je lui laisse la responsabilité de ses propos, mais je vous répondrai que ça ne m'étonne pas de la part d'un jeune garçon qui ignore tout de la vie, j'imagine, en tout cas, et qui
par beaucoup de déclarations, a montré qu'il ne partageait absolument pas nos combats, aussi bien en faveur de la vie, aussi bien en faveur de la famille naturelle et traditionnelle, que M. Bardella dise qu'il n'aurait jamais adhéré au Front National de Jean-Marie Le Pen, ça me rassure. Encore heureux. Ça ne m'étonne pas. Et puis si c'est pour être bien vu par le système, ben voilà, il a une note de plus au Grand Orient ou dans une maison où tout le monde a sa fiche avec des bons points. C'est comme ça qu'on fait. Quand mes enfants ont des bons points, ils ont le droit à une croix verte, et quand ils font une bêtise, une croix rouge. Et je pense que le jeune Bardella, lorsqu'il dit cela, il a une petite croix verte dans une loge quelconque. Voilà. C'est une tristesse. On rappelle qu'il avait dit que le mariage homosexuel est un acquis sur lequel on ne reviendra pas. Oui, et puis il est allé plus loin, parce que jusqu'à preuve du contraire, le mariage homosexuel n'est pas un crime, alors que là, lorsqu'il y a eu l'inscription dans la Constitution de l'avortement, il a dit qu'il s'en réjouissait. Bon, écoutez, voilà, je veux dire, terminus, tout le monde descend. Il n'y a pas... Si les gens cherchent encore dans Jordan Bardella quelqu'un de droite ou un quelconque avenir pour ce pays, bah écoutez, je leur dis, perdez pas votre temps, perdez pas votre argent à soutenir quelqu'un qui... Bardella, c'est une sorte de... C'est un objet de communication. Et il est jeune, et il ne lui manque pas de talent, hein, ça c'est clair et certain. Mais pour l'avenir de la France et de la patrie, on est très loin de Jeanne d'Arc, si vous voulez. Il avait même demandé à Gérald Darmanin de dissoudre les mouvements trop à droite. Oui, oui. Réponse à nous, je ne sais pas. Mais... Oh, peut-être, oui, non, mais ça. Mais je vous dis encore une fois, il faut être bien vu par le système, il faut être bien vu par l'anti-France. Donc, partout, il faudra descendre dans la rue pour se montrer, pour une marche quelconque, pour une cause quelconque. Partout, il sera bon d'être vu par le système. Partout, la bonne phrase qui correspondra à ce que le système attend que l'on dise, il le fera. Ces gens-là, ça fait... Alors, certains les appellent, oui, reniement national. Oui, mais je crois qu'on est en dessous de tout lorsqu'on dit ça. Ils ont tout renié, absolument. Et s'ils se retrouvent au pouvoir, j'ai envie de dire... Oui, très bien, mais que vont-ils faire? Ils diront qu'ils peuvent rien faire, que c'est l'Europe, ils trouveront toujours une excuse. Mais bon, je ne pense pas qu'ils arriveront au pouvoir. Dieu nous en préserve. 11 jours avant l'anniversaire de Jean-Marie Le Pen, les élections européennes, et le Parti de la France a fait le choix de soutenir la candidature de sa petite fille, de Marion Maréchal. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi le Parti de la France a décidé de soutenir Marion Maréchal pour ces élections? Aussi bien Marine a trahi son père, on va quand même pas dire le contraire, puisqu'elle l'a exclu du mouvement non seulement qu'il avait fondé, mais elle a exclu quelqu'un à qui elle doit tout, aussi bien humainement, professionnellement que politiquement. Bref, on va pas refaire cette histoire qui est tellement monstrueuse et qui est une telle violation du 4e commandement que bon... le temps a passé depuis, mais enfin tout de même, n'oublions pas ce qu'elle lui a fait. Aussi bien, oui, donc elle n'est absolument pas le péniste. Elle avait même dit que à cette époque-là, que Jean-Marie Le Pen, je me souviens, elle avait dit que c'était un peu notre petite fémène à nous. Elle avait dit, voilà. Vous savez, c'est les provocatrices là qui s'exhibent les seins nus. Ah oui, les fémènes, voilà. Les extrêmes féministes. Tout à fait. Aussi, mais en revanche, Marion Maréchal est tout à fait une digne héritière de son grand-père, pas uniquement parce qu'elle est sa petite fille, mais parce qu'elle a, je trouve, cet ADN de la droite nationale, cette défense tout simplement de nos valeurs, aussi bien familiales, identitaires, civilisationnelles, comme on dit maintenant dans le casting de l'ensemble des personnalités qui nous sont proposées, je trouve, et nous pensons au Parti de la France, que c'est celle qui correspond le plus à notre idéal. Notre idéal, c'était le Front National tel qu'il a été fondé et présidé par Jean-Marie Le Pen pendant des décennies. Jean-Marie Le Pen qui avait eu ce talent, justement, de rassembler des personnes issues d'horizons et de sensibilités très diverses, alors que Marine, malheureusement, sa fille n'a fait qu'entretenir la division,
ne supportant pas la contradiction, alors que Jean-Marie Le Pen, au contraire, aime beaucoup le débat, aime beaucoup discuter, il aime beaucoup auditionner, consulter, écouter, il est très curieux de savoir ce que les autres pensent. Elle, si vous avez le malheur de ne pas être d'accord avec elle, bon ben, dehors. J'ordonne, j'exige, bon, c'est comme ça, bon, ben, Jean-Marie, son papa en a fait les frais, moi aussi, et puis la liste est très longue. Je crois qu'elle serait plus importante qu'un annuaire téléphonique, malheureusement. Donc nous avons décidé de soutenir Marion Maréchal, comme nous avions également décidé de soutenir la candidature d'Éric Zemmour à la dernière élection présidentielle. Au-delà des personnalités, au-delà des parcours, au-delà des noms, au-delà des personnes, c'est ce que l'on cherche avant tout, c'est qui, à l'heure actuelle, pour telle élection, incarne le mieux notre combat et la défense de nos valeurs et de notre identité. À l'heure actuelle, c'est incontestablement Marion Maréchal qui fait d'excellentes prestations dans les médias et qui dénonce une chose que le RN n'évoque même plus, c'est l'islamisation grandissante, alarmante, terrifiante de la France et de l'Europe. Elle est la seule candidate actuellement qui a le courage de dénoncer cette mainmise islamiste sur notre pays, sur notre continent, c'est Marion Maréchal. Donc nous lui renouvelons notre soutien. Les derniers sondages sont encourageants pour elle. Évidemment, on a bien compris que le candidat du système, le candidat que le système veut absolument mettre en avant, c'est Monsieur Bardella. Pourquoi ? Parce qu'il est du système, c'est normal. Quand on est dans le système et quand on est du système, bah, le système vous soutient. Et si on a bien compris qu'il y avait une candidate anti-système, c'est Marion. Voilà, c'est clair. Il suffit de regarder, d'ouvrir son poste de télévision, de radio pour le constater. J'ai vu même une statistique qui montrait que 45% des électeurs de Reconquête voudraient voter Jordan Bardella le 9 juin pour un vote utile, alors que c'est un mode de scrutin au premier tour. Oui, il y a aussi un manque d'éducation. Mais oui, parce qu'il faut le rappeler, c'est une élection à un seul tour et à la proportionnelle, donc quel que soit leur vote, ils seront représentés. Et encore une fois, on ne doit pas voter pour celui qui semble ou paraît le mieux placé. On doit voter pour celui qui pense, donc qui a nos idées, qui les défend. Je ne veux pas savoir si Marion elle serait à 3% dans les sondages, je continuerai même à 2% ou à 1%, je continuerai à la soutenir parce que elle porte nos idées. Non, plutôt en train de s'approcher des 10. Et espérons que ça augmente. Surtout que l'actualité et les faits divers donnent raison non seulement à Marion, mais surtout à son grand-père, rappelons-le, parce qu'il ne faut pas l'oublier, Jean-Marie Le Pen, parce qu'il a un âge plus que respectable. Moi, je rappelle tous les gens que je rencontre qui me disent, vous vous rendez compte, ceci, cela, cette insécurité et cette immigration de plus en plus oppressante, intense, envahissante. Je leur dis, mais vous savez, mais vous parlez comme Jean-Marie Le Pen. Malheureusement, Jean-Marie Le Pen, les Français mal informés, ou ayant peut-être peur de vouloir regarder à l'époque ce qui paraissait moins évident qu'aujourd'hui, n'ont pas osé franchir le pas de glisser son nom dans l'urne. Mais il avait raison, il avait vu juste. Après le Brexit a été inventé le néologisme Frexit, qui consiste en la volonté de sortir de l'Union européenne en tant qu'État français. Et justement, les Frexit ont leur part d'omnubilés, ne nous mentons pas, qui pensent que sortir de l'Union européenne serait la meilleure solution pour tout régler. Mais ne pensez-vous pas que les responsables de notre situation actuelle sont plutôt les États membres qui se sont effectivement écrasés face à une Commission européenne immigrationniste et multiculturaliste ? Parfaitement. Les Frexit me font un peu penser à ces gens qui, à table, lorsque le débat tourne mal, mais puisque c'est comme ça, je m'en vais. Je pense que c'est en faisant des grands effets. Non, allez, on s'en va. Écoute, on s'en va. Tu prends ton manteau, on s'en va. Tu prends ton manteau, on s'en va. Non. Moi, je pense qu'au contraire, il faut
Ces institutions nous coûtent suffisamment cher, on ne va pas en plus s'amuser à les réformer, à les changer, à les Non, au contraire, il faut agir de l'intérieur. Je pense que l'Union européenne peut être une très bonne chose. Nous avons tous ces pays membres, nous avons justement ce point commun, une identité, une civilisation à défendre, un savoir-faire à partager. Il y a eu des très belles réussites européennes technologiques lorsqu'on sait s'entendre. Et sortir de l'Union européenne, c'est pas ça qui se passe solution miracle. Non, c'est pas du tout la solution miracle. La solution miracle, c'est d'envoyer un maximum de députés nationaux dans ce Parlement pour peser de plus en plus lourd sur les décisions qui seront prises. Et évidemment, si nous dépendons de la Commission de Bruxelles, mais si nous avions des chefs d'État dignes de ce nom, ils seraient capables de faire entendre leur voix. Mais je pense pas que sortir pour sortir, je vous ai dit, voilà, puisque c'est comme ça, je m'en vais. Non, pour moi, c'est pas... Non, on est souvent tenté, lorsqu'on est membre d'un club, d'une association, même d'un mouvement, de dire « Oh bah écoute, puisque c'est comme ça, je te donne ma démission. » Non, il faut agir de l'intérieur. Il faut être efficace, il faut débattre, justement, on a des moyens, pas des moyens uniquement de pression, des moyens de décision, des moyens et puis même des moyens de convaincre, tout simplement. Nos adversaires ne sont pas des imbéciles, ce sont des mal informés, ils sont souvent de mauvaise foi aussi, mais s'ils sont de mauvaise foi, c'est qu'ils n'ont pas une bonne formation à la base. Ce ne sont pas des crétins s'ils sont arrivés à ce niveau, voilà. Il faut discuter, il faut convaincre, il faut combattre, tout simplement. Voilà, c'est petit à petit que l'on ira chercher les voix les unes après les autres. Que pensez-vous d'Emmanuel Macron qui parle de réarmement démographique, mais qui en même temps institue l'IVG dans la Constitution? Oui, pour un réarmement démographique, je ne crois pas qu'il ait fait des enfants, mais bon, sa femme, elle peut plus. Mais... Bon, c'est un autre débat. C'était une petite pique, mais non. Plus sérieusement, il se moque du monde parce que franchement, comme si c'était une priorité absolue, comme s'il y avait péril dans la demeure. Il faut voir avec quel acharnement, c'est pour un acharnement diabolique, de vouloir inscrire un crime légalisé à tout prix dans la Constitution française, et à peine 2 jours après vouloir légiférer le suicide assisté, enfin ce qu'on n'ose plus appeler l'euthanasie, parce que on change le nom des mots pour les rendre plus... on dit plus avortement, on dit IVG. C'est vrai. Alors, je dis pas que c'est interruption volontaire de grossesse, mais ça a moins une connotation. C'est un vocabulaire alternatif. Oui, ça paraît moins criminel, mais ça reste néanmoins un crime. Je n'y suis pour rien. C'est une réalité, ce que l'Église a appelé un crime abominable, c'est-à-dire tuer un enfant dans le ventre de sa mère. Après, on peut m'expliquer tous les pourquoi, du comment, je suis prêt à tout entendre, mais que l'on m'explique, que quelqu'un vienne me démontrer scientifiquement que l'avortement n'est pas un crime. Voilà, Après, je veux bien tous les débats. Je veux bien qu'on m'explique ceci, cela, les conditions terribles. Il y avait je le répète à chaque fois que j'ai l'occasion de m'exprimer en public, parce que les gens oublient souvent déjà. Et Jean-Marie Le Pen avait une chose très intelligente dans son programme présidentiel pour les femmes qui, pour des raisons X ou Y, ne pouvaient pas accueillir la vie. Il avait mis en place l'adoption prénatale. Il permettait à ces femmes qui ne souhaitaient pas garder leur enfant, enfin du moins, souhaitaient le mettre au monde mais ne pouvaient pas s'en occuper, de permettre son adoption. Son adoption, c'est le rôle de l'État, ça. De la même manière que l'État s'occupe bien des personnes handicapées, des personnes fragiles, des personnes qui ne peuvent pas travailler, l'État doit tout faire pour défendre les plus faibles d'entre nous. Et les plus faibles d'entre nous, ce sont les enfants à naître. Vous vous rendez compte que la société romaine, qui pourtant pratiquait les jeux du cirque, et c'était pas connu pour de la tendresse, hein, ils avaient un principe de droit que je vais citer en latin en m'excusant par avance. Infans conceptus pronato habitur de quoties commodis agetur. Ça veut dire l'enfant conçu est réputé comme né dès lors qu'il évade son intérêt. Enfin, le premier intérêt d'un enfant conçu, c'est de naître.
Voilà, donc c'était bien mieux d'inscrire cette adoption prénatale et de tout faire pour accueillir la vie que de donner le message contraire. Et alors, M. Macron il découvre que la démographie française est dans une situation catastrophique. Mais que n'ont-ils pas fait pour détruire la famille? Que n'ont-ils pas fait pour décourager les gens à avoir des enfants? Que n'ont-ils pas fait sous prétexte d'égalité, alors que l'homme et la femme ne sont pas égaux, ni inégaux? C'est pas la question, ils sont complémentaires. Deux gouttes d'eau ne sont pas identiques. L'égalité, c'est un mythe. Oui. Voilà. Et sous prétexte d'égalité, on a tout fait pour que les femmes travaillent. Et donc, on a tout fait pour les décourager de rester au foyer pour s'occuper de leurs enfants, parce que ce serait dégradant, parce que c'est tous ces prétextes bidons qui sont faux, qui sont mensongers. Et il vient découvrir, là, du haut de ses 46 ans, parce qu'on a le même âge. Donc je sais quel âge il a. Il vient découvrir qu'il y a un problème démographique en France. Oui, vieux, il serait peut-être temps. Et c'est pas en inscrivant l'avortement dans la Constitution et en faisant la promotion de l'euthanasie qui va arranger le problème Il y a un problème fondamental, c'est la défense de la vie, de la dignité humaine. Et ça, heureusement, l'Église, même l'Église conciliaire, est restée très très ferme là-dessus. On défend la vie de la conception à la mort naturelle. Voilà, la vie, c'est la vie humaine. Nous avons cette particularité d'avoir été créés à l'image de notre Créateur, à l'image de Dieu, la grandeur de l'homme, et en même temps sa grande responsabilité. Nous avons été créés à l'image de Dieu et on ne badine pas avec la vie humaine qui est sacrée. Et vous parliez très brièvement de l'euthanasie tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez rappeler la position du Parti de la France sur ce sujet ? La position du Parti de la France, c'est une position de bon sens, qu'il faut trouver un juste milieu entre l'euthanasie, qui est encore une fois un crime. Ils appellent ça le suicide assisté. Alors, oui, enfin, suicide, homicide, ça reste un meurtre. Ah, mais je vais vous assister pour vous tuer. Bon, bref, en fait, c'est pour liquider En fait, la société actuelle dans laquelle nous vivons ne supporte pas les gens qui ne rapportent rien. Donc, l'enfant à naître qui a un handicap, vous comprenez, madame, il faut vous en débarrasser. J'ai connu des mères de famille qui apprenaient que leur enfant à naître avait un handicap, mais elles m'ont raconté les pressions, le harcèlement qu'elles recevaient pour les pousser à avorter. Elles disaient au médecin, non, je suis désolé, mon enfant sera peut-être ceci, sera peut-être cela, mais il est hors de question de le tuer. Maintenant, on vit dans une société où on a l'impression qu'il faut absolument... voilà, si on rapporte rien, on n'existe pas. Rapporter de l'argent, il faut rapporter du pognon. Si vous rapportez pas, il faut liquider. Donc, les enfants à naître, il faut les tuer. Les handicapés, il faut les tuer. Et les vieux, il faut... comment ça coûte cher. Et si on peut accélérer tout ceci est monstrueux. Et tout ça, on y retrouve, je suis désolé de dire, la patte du démon, la patte du diable. Moi, je ne vois pas d'autre explication. Alors, est-ce que M. Macron est un luciférien? J'en sais rien. Mais en tout cas, il se comporte comme tel, c'est certain. Il est certainement franc-maçon et la franc-maçonnerie n'est qu'une des nombreuses chapelles du diable. J'en profite pour le rappeler parce que les gens pensent que c'est un club de loisirs et ils ignorent totalement ce que c'est que cette secte, si on peut encore s'exprimer ainsi. Par conséquent, voilà, il faut trouver un juste milieu entre l'acharnement thérapeutique. Il est évidemment que quelqu'un qui est intubé artificiellement, qui est déjà quasiment mort, et celui que l'on veut assister dans le suicide, il y a un juste milieu. Voilà, il faut maintenant, avec les progrès de la médecine, la souffrance physique a quasiment disparu, parce qu'il existe des produits tellement puissants que les douleurs les plus insupportables peuvent être atténuées. Et encore une fois, je suis tout à fait disposé à comprendre la souffrance et même le désir des proches
de ne plus assister à ces spectacles. J'ai eu beaucoup de proches qui sont dans de grandes souffrances, et que lorsque j'ai appris leur appel à Dieu, c'était une délivrance, et j'étais heureux de les savoir. Mais je le répète, la vie humaine est sacrée. Et elle doit être défendue et protégée. Un tout récent rapport du Sénat a démontré que suite aux émeutes raciales de juin 2023, suite à la mort de Nahel, il y aurait une possibilité que nous soyons dans une situation de pré-guerre civile, c'est ce que dit le rapport. Et vous pensez que nos ruptures avec ces extra-européens peuvent engendrer ce conflit ? Oh, mais ça fait longtemps que je le pense, et que l'affaire Nahel, c'est l'affaire des deux électrocutés de Clichy-sous-Bois. C'est-à-dire que le moindre fait divers, qui, rappelons-le, hein, ça n'est que la légitime défense de la police, qui est armée pour cela. Il manquerait plus qu'un policier se laisse tuer pour ne pas tuer un délinquant. Non, si le policier est armé, c'est d'abord pour se protéger, parce que lui, il représente l'ordre, il représente l'État, il représente la loi. C'est le gardien de la paix. C'est pas un terme comme ça. C'est une très belle et noble tâche. C'est l'un des plus beaux métiers du monde que d'être gardien de la paix. Mais c'est évident que nous sommes déjà dans un climat de guerre civile. Et pour la simple et bonne raison qu'on a laissé rentrer tellement d'immigration venant de tous les coins du monde, de personnes qui ne partagent ni nos coutumes, ni nos valeurs, ni nos façons de vivre, et qui sont là, non pas dans une volonté d'intégration, d'assimilation, ils sont là dans une volonté de conquête. Le parti d'Éric Zemmour, c'est la reconquête. Ça veut dire ce que ça veut dire. Puisqu'on a été, les autres sont là dans la conquête. Ils sont là pour instaurer la charia. On le voit. Il y a une grande partie une immigration de masse qui nous fait bien comprendre, et qui s'en cache pas, qu'elle ne veut pas s'assimiler, qu'elle ne veut pas vivre à la française. Eux, ils entendent vivre avec leurs mœurs, leurs coutumes, et ils entendent les imposer en France, construire des mosquées de plus en plus gigantesques, imposer la viande halal à peu près partout maintenant. Il faut bien comprendre qu'on n'a pas affaire à une immigration comme on l'avait connue autrefois, une immigration européenne comme les Espagnols, les Portugais, les Italiens, les Polonais. Une immigration qui était chrétienne, parce que le problème fondamental, c'est pas tellement l'immigration en tant que telle, c'est de savoir la sensibilité de cette immigration. Tant que ce sont des chrétiens, des Européens, nous pouvons vivre ensemble, parce qu'il n'y a pas de problème. La question de l'intégration même ne se pose même pas. Mais lorsqu'il s'agit d'islamistes, le souci, il est là. C'est que eux, partout où ils construisent une mosquée, par exemple, c'est pour eux terre d'islam. Il faut bien comprendre qu'ils sont là dans une volonté de conquête. Ils ne sont pas là pour cohabiter. Voilà. Et justement, il y a eu la fin du Ramadan et du Carême d'ailleurs, parce que cette année, on tombe sur des dates assez similaires. Récemment, ça vous inquiète, cette ampleur que prend le Ramadan en France, surtout de la part des instances politiques et médiatiques qui mettent le focus sur le Ramadan et non sur le Carême ? C'est hallucinant. On annonce le Ramadan comme si c'était une fête nationale. Qui parle du Carême? Qui parle du mercredi décembre, début du Carême? On parle de Pâques, oui, c'est commercial, on vend des chocolats, vous comprenez. On a l'impression qu'il ne reste plus que ça, d'ailleurs, des fêtes religieuses. Noël, la dinde et le foie gras, et puis la bûche, et puis à Pâques, oui, les chocolats, les œufs, les lapins. Ah non, mais bon, si c'est devenu ça, non, c'est hallucinant. Et chaque année, le Ramadan est annoncé comme il s'agissait d'un événement national. Il est un événement planétaire, certes, mais pas national. En France, c'est pas jusqu'à preuve du contraire, c'est pas un pays musulman. Et puis c'est pas l'islam qui a façonné la France. La France, elle a été construite
par des rois chrétiens. Elle a été défaite par des mauvais présidents, ça c'est un autre débat. Mais la France, elle est profondément chrétienne. Elle est née sur les fonds baptismaux de Reims, par le baptême de son roi Clovis par Saint Rémy. C'est ça la France. C'est Sainte Jeanne d'Arc, c'est Saint Louis, ce sont des grands saints et tous ces moines, tous ces religieuses, tous ces religieux qui ont construit toutes ces écoles, tous ces orphelinats, tous ces monastères. La société française est profondément catholique. Profondément catholique. Absolument. Et vous êtes conseiller municipal de Taverny, et je crois savoir que Madame le maire, LR, qui a vous une haine viscérale pour vous. J'espère bien. C'est plutôt bon signe en général quand c'est toute la bêtise de la dédiabolisation. Lorsque vous êtes diabolisé par le diable, c'est plutôt bon signe. C'est que moins par moins, ça fait plus. Ça veut dire que vous êtes dans la vérité. Oui, mais c'est logique. Oui. Si vous êtes diabolisé à tort, c'est là que vous êtes dans la vérité. Jean-Marie Le Pen et le Front National ont été diabolisés toute leur vie parce qu'ils disaient la vérité aux Français. Et ils ont été diabolisés par le système. Oui. Pourquoi on va se dédiaboliser alors que notre diabolisation, c'était au contraire un exorcisme. Oui, alors la question que je vais vous poser, c'était que Madame le maire de Taverny a, je crois, pour projet de déloger des personnes âgées pour mettre des migrants à la place. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Tout ça est à prendre au conditionnel. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une résidence qui s'appelle la résidence Jean Nouin, qui était occupée depuis de nombreuses années par des résidents, ce qu'on appelle des seniors, parce qu'on ne dit pas les personnes âgées, c'est péjoratif maintenant. Je veux bien dire senior. Je ne savais pas. Tous les mots, on ne dit pas aveugle, on dit malvoyant, on dit sourd, on dit malvoyant. Blanche-Neige et cette personne de petite taille. Oui, exactement, c'est ça. Et voilà, donc ça c'est sûr qu'elle a vidé une résidence de ses occupants seniors, qui, les pauvres, se sont retrouvés à un âge quand même assez avancé pour certains, totalement perturbés, et puis ils vivaient là depuis des décennies, ils se connaissaient les uns les autres. Ça a été vraiment des drames personnels pour beaucoup d'entre eux. Ça a été fait avec une rapidité, voire même une violence, en tout cas émotionnelle, telle que ça les a beaucoup perturbés. Et ce qu'il faut savoir à Taverny, depuis de nombreuses années maintenant, ça fait presque 30 ans, que heureusement qu'on est assis, c'est que l'un des châteaux de Taverny, qui s'appelle le château du Haut-Tertre, a été racheté il y a quelques décennies par la Croix-Rouge pour y loger ce qu'on appelle les mineurs isolés. Ah oui, de 40 ans. Ouais. C'est des clandestins, en fait. Faut employer, je ne sais même pas si on a encore en droit d'employer, on va dire sans papier, parce que clandestin, c'est aussi une connotation peu péjorative. Sans papier, c'est plus sympa. Migrants, c'est bien, ça fait sympathique. Ça fait... Bref, non, ce sont des voilà. Et alors comme Madame le maire veut racheter ce château pour en faire un grand conservatoire de musique, ça me dérange pas, moi. Au contraire, l'idée est excellente. Le problème, c'est qu'il semblerait que il semblerait, c'est du conditionnel. Il semblerait en fait qu'on ait viré les vieux pour les remplacer par les jeunes clandestins. Il semblerait. Après, j'ai pas encore la confirmation de la chose. Mais si c'est vrai, oui, ça ne serait qu'un scandale de plus. Mais venant de cette personne, rien ne m'étonnera jamais, parce que là, ça fait 10 ans qu'elle est maire de Taverny, et voilà, j'en ai vu des vertes et des pas mûres avec elle. Mais comme j'ai vu l'année dernière qu'elle avait fait meeting commun avec Monsieur Daniel Cohn-Bendit, je ne m'étonne plus de rien. Lorsque l'on se prétend de droite et que l'on fait meeting commun avec Monsieur Daniel Cohn-Bendit, quand on sait que c'est un homme qui, quand même, a raconté qu'il éprouvait un certain plaisir à se faire tripoter la braguette par des jeunes filles, ce qu'on appelle en France la pédophilie. Bon, là, on commence à se poser un peu des questions, vous voyez. Alors, plus rien ne m'étonnera jamais de la part de ces politiciennes ou politiciens qui sont prêts à tout pour comment dirais-je, pour garder leur place surtout, voilà, c'est ça, et pas faire de vagues. Mais là, ça, par contre, le coût des vieux qui sont virés pour être remplacés par des clandestins, il faut penser aux gens qui ont acheté des pavillons en face de la résidence. Ils valent plus rien, leurs pavillons. Enfin, plus rien. C'est-à-dire que, bon,
voyez ce que je veux dire? Oui, Ah, oui, bon. tout à fait. Donc il commence à un peu s'inquiéter. Là, il y a un problème local. Alors je ne sais pas où est-ce qu'il en sera lorsque vous diffuserez notre interview, mais là, il y a quelque chose. Là, on se pose des questions. Mais encore une fois, tout cela, en tout cas, le site ami que nous connaissons, pour ne pas le citer, F de souche, qui a révélé cela, avec un certain succès d'ailleurs, parce qu'on en parle pas mal, il n'y a pas eu de démenti. Non. Moi, je regarde le compte Twitter de l'intéressé régulièrement. Elle n'a pas dit honte à ce site de propager des... Pas. Qui ne dit mot consent. Donc, attendons de voir. Attendons de voir. Mais bon, voilà, vous voyez, c'est la préférence étrangère. C'est ce que nous dénonçons, au Front National il y a déjà 30 ans, 40 ans. Le Parti de la France enchaîne les événements publics, enchaîne les actions militantes et prend aujourd'hui part activement à la vie politique, puisque le Parti de la France soutient la candidature de Marion Maréchal aux élections européennes. Est-ce que c'est le signe d'une bonne santé pour un parti qui a quand même plus de 15 ans d'existence? C'est un parti qui a plus de 15 ans d'existence et on ne peut pas dire qu'il soit soutenu par les médias. Heureusement, en 15 ans, sont apparus, se sont multipliés les réseaux sociaux et Internet est devenu, même si c'est encore c'est contrôlé, très censuré, mais tout de même, ça reste un espace de relative liberté où tout de même, ça permet d'exister. Autrefois, vous montiez un parti politique ou une association, si vous n'aviez pas un article dans la presse locale, vous n'existiez pas. Après, il fallait envoyer des milliers d'adhérents, mettre des prospectus dans des boîtes aux lettres, etc., ce qui était très chronophage et très coûteux. Maintenant, grâce à Internet, ça permet au Parti de la France, qui a tout le mérite d'exister, parce qu'il est, si on voulait lui donner un autre nom, il est le Front National Canal Historique. Il pourrait même s'appeler le Front National s'il n'avait pas déposé la marque. On aurait volontiers repris le nom. Parce que déjà un cadre du Front National avait déposé le nom que devait avoir le Parti de la France en 2009, je ne sais pas si vous le saviez, Steve Bruois, pour pas qu'on ait le nom. Ouais, tout à fait. On apprenait quelque chose. Oui, vous regarderez sur le database de l'INPI. Je vous donnerai en privé Steve Bruois fait partie des 4 personnalités qui ont voté la mort politique de Jean-Marie Le Pen. Tout à fait. Il a voté l'exclusion de Jean-Marie Le Pen, alors que Jean-Marie Le Pen l'avait repêché. Mais c'est une des phrases favorites de Jean-Marie, un bienfait n'est jamais pardonné. Voilà, c'est pas très étonnant. Ceux qui ont osé voter l'exclusion de Jean-Marie Le Pen alors qu'il lui devait tout, ils se sont très très mal comportés. Et je n'irai pas plus loin, je resterai poli. Et justement, je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes déçues par le Rassemblement national. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes même déçues par Reconquête, surtout depuis quelques mois. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui a été déçue par un de ces deux mouvements et qui hésite encore à prendre sa carte au Parti de la France, qui a peur d'être déçu? Je leur dirais, écoutez, si vous cherchez un mouvement de droite nationale authentique, sincère, qui ne s'est pas renié, qui n'a rien lâché, c'était le slogan de la marche pour tous, la manif pour tous, on ne lâche rien. C'est le Parti de la France, fondé par Karl Lang, qui a eu comme président d'honneur Roger Olinde, et des personnalités tout à fait exceptionnelles qui avaient quitté, qui n'ont pas attendu d'ailleurs que Jean-Marie Le Pen soit exclu du Front National pour rejoindre ce mouvement, parce qu'ils savaient que c'était là que se trouvait l'authentique Front National, en tout cas celui pour lequel il s'était battu. Donc, je dois lancer un appel, c'est que toutes celles et tous ceux qui seraient déçus par d'autres mouvements, qui n'hésitent pas à prendre leur carte au Parti de la France, parce que vous n'y entendrez jamais d'autre discours que celui de la vérité, tout simplement, non renié, et nous assumons parfaitement notre héritage politique. Merci beaucoup Alexandre Simoneau pour cette petite interview, pour ce petit entretien, pour parler en français. Chers adhérents, chers abonnés du Parti de la France, je vous invite à laisser un commentaire sur notre chaîne YouTube, à mettre des pouces bleus, ça nous aide énormément pour la visibilité de notre mouvement. Je vous invite également à faire un petit tour dans notre description afin de trouver notre page de donation
pour améliorer la qualité de notre matériel vidéo. Vous avez dû remarquer que nous avons changé de caméra, que le son est meilleur, et ça, on le doit aussi grâce à vous. Alors continuez de nous soutenir et nous vous proposerons encore le meilleur pour faire valoir nos idées. Alexandre Simoneau, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Et à vous également. Merci beaucoup.